Yeah, talk is the what can look, what can be? Leave for flowers to me. I put the bottom of my eyes, that's good. I know, that's good. I cry, I'm sure, but my if you don't pray, Mohammed, I don't pray, Mohammed, I can't stand for one place, but still, my bed, on my knees, and me, only you get my bed. You need me, damage. We're gonna take these friends away. So, so, oh, so, so, جميلة يا قوية. حتى لو يحرقون ميت ويان جميلة ما يهدك ريح. يرينا من دوات في دار السلام هدينا جينا نقبل دار القوية وهبية جنبنا ندانا في أرض نشف أرض فيش فلا يكون جينا هجرك كل غايت جاي من اللمانة والسمر بكل قايدين من اللمانة إني سرك كل قايد قايد من اللمانة لأني كل قايد قايد من اللمانة الهوى كل قايدين من اللمانة ولا كل قايد قايد من اللمانة نسار شتتانا أنا نجمعنا قبلانا
Bonjour tout le monde. Ça va? Vous êtes prêts? OK. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un peu parce qu'on va travailler de ce côté. Donc, rapprochez-vous, s'il vous plaît. Des deux côtés, juste autour de la table. En nous, on reste. OK, donc il faut dégager là où on reste. Donc, nous pouvons rester ici, non? Excellent. Comme vous le savez déjà, ça va être un marathon, n'est-ce pas? Alors, je vous donne l'ordre de passage déjà pour que les groupes se préparent. Le premier groupe, ça va être Première Nation avec Diamant, Baudry, Dunca. Le deuxième groupe, ça va être le groupe de Fouta Djallon avec Brahim, Kabbalah et Yamombo. Le troisième groupe, ça va être le Royaume de Madagascar avec Bourassa, Cassius Sereno. Le quatrième groupe, ça va être l'Empire du Mali avec Keita, Koïta et Tikao. Cinquième groupe, Empire Kong avec Ahmad, Kazazian et Leblanc. Sixième groupe, le Nouvel Empire égyptien avec Abakar, Diallo et Ekoto. Septième groupe, Empire du Ghana avec Mobali, Mousseli et Tchambila. Et le huitième groupe, Royaume Mossi avec Ba, Bundi et Sidibé. Donc, ce qui serait bien, en fait, il aurait été bien que vous avez vos présentations ou bien vous n'avez pas, vous avez vos présentations sur une clé, c'est ça? Ok, tout est déjà là, super. Ok. Euh, bon, on va commencer. Comme vous le savez, vous avez 3 minutes, n'est-ce pas? C'est pour nous présenter les enjeux au niveau de je ne sais pas comment je vais appeler ça, c'est votre pays, votre région ou de votre groupe. D'accord, ok. Donc, vous avez, c'est MD 180. Ça veut dire que vous avez 180 secondes, donc 3 minutes, pas plus. Vous pouvez faire moins, mais vous pouvez pas faire plus. Et puis après, on peut échanger pendant 5 minutes maximum. D'accord? Et puis on passe au suivant. Mais pendant qu'on échange, le prochain groupe doit se préparer et se mettre en place. D'accord? Donc, j'appelle les Premières Nations. Vous avez la parole.
Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le lieu de culte ne disparaît plus seulement sous les bombes ou dans l'oubli. Il se déplace aussi dans le nuage. Églises, mosquées, synagogues, monastères, filmés, modélisés, reconstitués en 3D, deviennent fichiers, interfaces, expériences immersives. Et si cette évolution permet de préserver la mémoire, elle soulève aussi une question essentielle. Que reste-t-il du sacré une fois qu'il est transformé en image? Qui décide de ce qu'on montre, de ce qu'on archive, de ce qu'on rend public? Dans un monde où la technologie devance l'éthique, nous devons oser cette réflexion. Numériser un lieu sacré, ce n'est pas seulement sauvegarder des pierres, c'est préserver des âmes. C'est dans cet esprit que nous sommes avons choisi d'interroger ensemble un enjeu qui partage nos trois pays. Et bien au-delà, comment conjuguer spiritualité, patrimoine et innovation dans l'espace francophone? Au Québec, plusieurs chapelles et oratoires ont été numérisés, parfois avec succès, mais rarement selon une ligne directrice claire. En Roumanie, les monastères orthodoxes classés UNESCO ont eux aussi été partiellement modélisés, mais dans une logique dispersée, souvent universitaire ou locale. En France, la reconstruction de Notre-Dame de Paris est devenue un exemple de coordination entre l'État, l'Église et la technologie. Nous partageons toutefois le même constat. Des intentions louables, des outils disponibles, mais une approche fragmentée sans cadre éthique commun. Et pourtant, dans l'espace francophone, riche de diversité religieuse et d'expertise numérique, les conditions sont réunies pour créer une réponse concertée. Ce que nous proposons, c'est de faire de cette question un sujet de diplomatie culturelle, religieuse à part entière. D'abord, en élaborant un protocole francophone sur la numérisation des lieux de culte, reposant sur trois principes: consentement, transparence, respect du sacré. Ensuite, en créant un réseau trilatéral Québec-France-Roumanie pour coordonner les acteurs du patrimoine, des cultes et de la diplomatie et offrir des formations ciblées. Enfin, en lançant un portail multilingue qui valorise des exemples concrets de numérisation éthique, un lieu de mémoire partagé et accessible dans l'esprit de la francophonie. Nous pensons que cette vision peut devenir réalité. De 2026, nous proposons un forum francophone à Québec réunissant diplomates, cultes, ingénieurs, citoyens. Et en 2027, nous porterons ces protocoles devant l'UNESCO pour en faire un engagement international. Vous avez des questions pour eux? Vous avez un commentaire par rapport à ce qu'ils ont fait? Ou vous êtes entièrement sur ce que vous allez présenter? Oui.
Mais non, il faut suivre quand même. J'ai dit qu'on a 5 minutes pour échanger. Est-ce que vous avez d'autres images ou d'autres exemples de ce qui a été fait dans d'autres pays sur la numérisation culturelle? Oui, nous avons l'exemple de, bon, un essai de, en effet, Grégoire, mon cher collègue, mon cher homologue du Canada, a exemplifié quelques soi-disant situations d'essais de numérisation de sites sacrés. Mais l'exemple le plus beau dans ce sens, nous pouvons dire que c'était l'exemple français du Notre-Dame de Paris, bon, qui était un essentiel, un impératif après la terreur qui s'est passée en 2019 avec la belle église. Donc oui, il y a déjà la numérisation de Notre-Dame de Paris. Oui, ben, pour avoir passé quelques années en Belgique, je sais que la Belgique aussi est un leader dans le domaine, ayant un patrimoine religieux bâti extrêmement riche. Et la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment, qui est un partenaire privilégié du Québec, pourrait être constitué un partenaire intéressant. Nous, notre démarche, dans un premier temps, c'est la concertation Roumanie, Québec, France, mais bien sûr, on souhaite intégrer différents membres de la francophonie. Merci pour la question très pertinente. Oui, et en effet, nous voulons aussi porter en 2027 cette question à UNESCO à travers un protocole qui va, bon, plus ou moins in concreto prendre tous les résultats de notre forum français, québécois, roumain qui aura lieu un an, bon, l'année antérieure. Donc, nous avons réfléchi à des propositions un peu concrètes et applicables, pas seulement de parler dans le vide. Les prochains, c'est l'imama du Fouta Djallon. Pardon? Moi, je n'ai pas ça sur ma liste, hein. Brahim Yamambo et Kanyangel. C'est les noms, mais le titre est différent. Ah, d'accord. OK. Pardon? Vous voyez, c'est moi, c'est... Regardez ce que j'ai, moi. OK.
Ça va, ça va. Ça va. Mesdames et messieurs, dans la République démocratique du Congo, la province du Nord Kivu est le théâtre d'un conflit armé prolongé. Ce que beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, qualifient de conflit local est en réalité une crise prolongée et une crise régionale aux répercussions profondes sur l'ensemble de la région des Grands Lacs africains. Depuis près de 30 ans, des groupes armés locaux et étrangers se disputent les contrôles de cette région riche en ressources minières. Des milliers de civils ont été tués, plus de 6 millions de déplacés depuis 2022 et des violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre. Mais ce conflit ne s'arrête pas aux frontières seulement de la RDC. Il alimente des tensions régionales, notamment avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Il provoque d'importants flux de réfugiés et il favorise les trafics transfrontaliers d'armes et de minerais. Face à cette crise, plusieurs réponses ont été tentées, notamment les opérations des forces armées de la République démocratique du Congo, l'intervention de la force régionale East Community et la présence de la MONUSCO. Mais toutes ces initiatives souffrent de manque de coordination, de méfiance entre États et d'un déficit de volonté politique. Comme conséquence, l'instabilité persiste et la population continue de payer les plus forts. Nous proposons une approche régionale intégrée, articulée autour de 4 actions, notamment un observatoire régional des ressources minières pour associer le financement des groupes armés, un mécanisme de renseignement partagé entre les États pour mieux combattre les groupes terroristes transfrontaliers, des programmes régionaux de réinsertion des ex-combattants avec un soutien psychosocial fort. Enfin, un fonds de développement transfrontalier pour investir dans l'éducation, les infrastructures et l'agriculture. Notre message est clair, la paix en République démocratique du Congo et particulièrement à l'est de la RDC, à la province du Nord Kivu, est un impératif régional. Aucun pays de la région ne sera stable tant que cette crise perdure. Nous appelons à une solidarité diplomatique renouvelée, à une diplomatie de terrain plus proche de la population, plus lucide et plus courageuse. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Merci. Des réactions? Non, personne n'a rien à ajouter à leur suggérer. Oui, OK. ben je pose. Oui. Félicitations d'abord pour cet exercice. Comme le but de ces simulations, c'était de mettre sur la même scène toutes les choses que nous avons appris pendant les 2 semaines. Je pense que dans le terme de persuasion et de présentation, votre discours n'a pas eu des inflexions. Il était plutôt sur le même niveau. Donc, peut-être sur ça, sur la manière dans laquelle vous délivrez le discours qui était vraiment intéressant et très bien fondamenté.
mais plutôt sur la manière dans laquelle vous l'avez délivré, vous aurez pu faire mieux. C'est ça mon feedback. Merci beaucoup. Alors, merci Rebecca pour ce commentaire. J'adhère à ça et je crois aussi que on n'a pas eu le temps de se coordonner pour vous faire également des feedbacks. On va revenir dessus parce qu'il y a sans doute des éléments d'amélioration au-delà de la bonne qualité de la présentation que vous avez faite. J'ai apprécié personnellement, mais je pense que vos débuts étaient un peu, il y a eu un peu de tâton. Ce que je peux noter à la suite donc de cette présentation, c'est qu'il manque de dynamisme dans les présentations. La question des postures, vous avez vu avec Samuel Faye. Alors, si vous choisissez de rester derrière le pupitre, ça ne montre pas assez votre capacité de... Non, ne vous inquiétez pas. Ce qu'on attend de vous, on vous dit ce qu'on attend de vous, OK? Sachez on va vous évaluer sur des critères bien spécifiques. Ce qu'on attend de vous, c'est pas, il y a la qualité de la présentation, il y a d'autres éléments. Mais à titre de pratique, sachez que vous devez mettre, combiner, comme Rebecca l'a dit, tout ce que vous avez appris. Et ça va des pratiques, des postures à la voix et comment vous arrivez à convaincre. OK? Après, sur les aspects qu'on va vous évaluer, c'est d'autres dimensions. OK? D'accord, merci à vous. Le prochain groupe, Royaume de Madagascar. J'espère que là, c'est... Ah, ok, d'accord. Un, deux, test. Un, deux, trois. Trois pays, deux continents, une même problématique liée au flux migratoire. D'un côté, Haïti qui tente de résoudre l'exode des cerveaux. La France, de l'autre côté, a de la difficulté à retenir ses diplômés. Et du côté du Canada et du Québec, on est à pleine capacité d'accueil. Vous savez, la migration peut être positive, mais elle peut devenir négative lorsqu'il y a un déséquilibre entre le pays d'accueil et le pays d'origine. Bien sûr, on va vous parler de nos régions, mais également des solutions auxquelles on a pensé. Parlons d'abord du Canada et du Québec. Pour vous donner une petite idée, il y a 180 000 Haïtiens qui habitent au Canada. 85 d'entre eux habitent du côté du Québec. Ces personnes sont venues chez nous pour plusieurs raisons, notamment le recrutement international. Le Québec a des quotas en matière d'immigration francophone. Il y a également les politiques de Donald Trump qui fait en sorte que les gens montent vers le nord pour immigrer. Et bien sûr, l'initiative de Justin Trudeau, initiative du siècle, faire entrer 1,5 milliard d'immigrants par année du côté du Canada. Les actions, le Québec a demandé une meilleure régionalisation de l'immigration et une diminution des seuils. Du côté d'Haïti, imaginez un pays qui forme ses médecins, qui forme ses scientifiques, qui forme ses entrepreneurs, mais qui ne peut pas récolter le fruit de ses labeurs. Pourquoi? Ben, des pays mieux nantis viennent chercher ces diplômés pour les emmener dans leur pays en raison de pénurie de main-d'œuvre. Il y a également la crise socio-économique en Haïti qui fait en sorte qu'il y a des gens bien nantis qui quittent d'eux-mêmes pour se rendre du côté du Canada, même si leurs diplômes ne sont pas reconnus. Le gouvernement haïtien sait très bien que c'est une problématique. Malheureusement, on n'a pas les ressources financières ni même de stratégie pour mettre un terme à ce fléau.
Du côté de la France, ça pourrait vous surprendre. La France a également un problème à retenir ses diplômés qui veulent se diriger vers le Canada, notamment en raison d'une stabilité. Il y a une pénurie d'emplois en santé, en construction, en TI. Il y a également la qualité de vie, la grandeur des paysages, la grandeur des terrains, la sécurité également dans les villes et bien sûr la langue commune. Il y a une facilitation pour l'immigration francophone, notamment au Québec. Bien sûr, l'Élysée est au courant de cette situation. On a mis de l'avant des avantages fiscaux, également la valorisation de certains métiers pour retenir ces travailleurs du côté de la France. Bref, les solutions qu'on a proposées, d'abord une formation commune entre ces trois pays, formation où le diplôme serait reconnu. Imaginez un chauffeur de taxi qui a un diplôme en médecine qui est à Montréal, eh bien, il pourrait être dans les hôpitaux, ce qui fait que le Québec n'aurait pas à recruter dans les hôpitaux du côté d'Haïti, ce qui viendrait stabiliser l'immigration. Et également, on propose ici un seuil indicatif de rétention de talent. Si le seuil critique est atteint, eh bien, le pays recruteur, comme le Canada, devrait payer une partie de la formation des gens dans les pays comme Haïti. Alors, ce qu'on veut, c'est une solution parce que c'est un problème global. Il faut co-construire notre avenir. Vous applaudissez très fort, c'est ça, hein? OK. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires ou des questions pour eux? Oui. Je voulais faire une appréciation par rapport à ta présentation, parce que je me rappelle la première fois que tu es sorti pour présenter, au niveau des gestuels, tu étais un peu plus... Mais aujourd'hui, tu as su C'est gérer le ta main. contraire, hein. Les gens doivent faire des gestes, moi je dois me contenir. Voilà, voilà, exactement. Aujourd'hui, tu as su te contenir et gérer ta main, la façon de... Et j'ai bien apprécié ça. Félicitations Merci. et bon. Autre commentaire, autre question? Non. OK, ben, C'est tout. applaudissez-les encore. Les prochains, c'est l'Empire du Mali, Keita, Koïta et Tikao. Nous sommes prêts. OK. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'inégalité sociale et économique en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, région dynamique et riche en ressources naturelles, est pourtant confrontée à de profondes inégalités socio-économiques. Ces disparités touchent à la fois l'accès à l'éducation, à la santé, aux opportunités économiques et aux infrastructures de base. Elles freinent le développement harmonieux et alimentent parfois l'instabilité sociale et politique. Pour ce faire, pour vous donner plus d'explications sur les inégalités en Afrique de l'Ouest, nous allons vous donner les principales inégalités observées. Ici, nous avons l'inégalité de revenus. Vous n'êtes pas sans savoir que des études ont relevé que euh, une majorité de la population en Afrique de l'Ouest vit avec moins de 2 dollars par jour, tandis qu'une minorité gère les ressources, les principales ressources. Ensuite, nous avons les inégalités d'accès aux services essentiels, c'est-à-dire la santé, l'éducation et tout ce qui s'ensuit.
Et là, il y a les inégalités d'accès aux ressources. En Afrique de l'Ouest, principalement ceux qui sont dans les zones un peu plus reculées ont du mal à avoir accès à des infrastructures, à des hôpitaux. Donc, ceci aussi crée une grande inégalité entre ceux qui sont à la capitale et ceux qui sont un peu plus éloignés dans les zones rurales. Nous avons les inégalités liées au genre. Déjà, pour qu'une femme ait le même salaire qu'un homme dans un département, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a aussi dans certains États de l'Afrique de l'Ouest où on a du mal à envoyer les jeunes filles à l'école. Donc, tout ceci crée des petits problèmes. Ensuite, nous avons les inégalités d'accès aux opportunités économiques. Et là, ça se réfère plus, comment vous l'expliquer, en Afrique de l'Ouest, l'économie informelle prône sur beaucoup de choses. C'est-à-dire, vous allez voir une dame qui vend au marché et on peut parler aussi d'un chauffeur de taxi et tout qui n'est pas enregistré. Donc, tout ceci crée les inégalités. Maintenant, là, nous parlons des facteurs d'aggravation des inégalités. Nous avons les crises mondiales et régionales, l'inégalité structurelle et les facteurs climatiques. Venons aux conséquences de ces inégalités. Nous parlerons de l'instabilité sociale, de l'immigration. Comme vous pouvez le savoir actuellement, tout le monde veut aller en Europe pour voir parce qu'ils se disent que là-bas, c'est mieux que là où ils sont. Et il y a l'affaiblissement de cohésion sociale et aussi les difficultés à atteindre les ODD, les objectifs de développement durable. Nous avons essayé de vous donner quelques solutions potentielles. Ici, nous parlerons d'investir dans la santé et l'éducation. Ensuite, promouvoir l'égalité des sexes, lutter contre la corruption, soutenir des populations rurales. Aller de l'avant vers une société plus équitable, c'est l'éducation, on sait tous, c'est la base. C'est la clé, au fait. Et là, nous allons lutter contre les inégalités de revenus, soutenir des communautés mal desservies et aussi lutter contre les inégalités raciales et de genre. Soutenir aussi les petites entreprises. Maintenant, vous devez savoir que construire une société plus juste passe par l'investissement dans le capital humain et l'équipe sociale. Donc, il faudrait renforcer plus le travail de ces organisations. Nous avons la CEDEAO, l'Agence française de développement, il y a aussi la Banque mondiale et aussi gérer nos problèmes au niveau des ODD. Merci beaucoup. Voilà notre présentation. Merci, vous avez explosé le compteur. Alors, remarques, questions, suggestions? Le débit était très accrocheur. On a écouté tout au long de l'information et aussi très explicatif. On a appris des choses. Donc, merci encore. Empire Kong, Ahmad, Kazazian et Leblanc. Oui, on est bon. Donc, vous avez la parole? Je suis prêt. L'éducation est l'arme la plus puissante pour qu'on puisse changer le monde. Mesdames et messieurs, les membres du jury, chers collègues,
Il y a des idées simples et puissantes qui méritent d'être réaffirmées, surtout en diplomatie. L'éducation n'est pas une compétence marginale, c'est un enjeu géopolitique, un levier d'équité et une diplomatie en soi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un enjeu transnational majeur, l'accès équitable à une éducation de qualité dans l'espace francophone. Et nous le ferons non pas en opposant le Nord et le Sud, ni en dessinant des lignes d'aide ou de dépendance, mais en vous proposant une vision d'alliance entre partenaires responsables. Notre équipe aujourd'hui représente 3 continents, 3 pays et 3 régions. Le Canada avec le Nouveau-Brunswick, territoire riche de son expertise en éducation francophone et en contexte minoritaire. La France, pilier académique, culturel et diplomatique de la francophonie. Et l'Afrique centrale avec le Tchad comme contributeur actif, porteur d'idées, de savoir-faire et de résilience. L'enjeu est clair. Partout dans l'espace francophone, des millions de jeunes n'ont pas accès à une éducation stable, inclusive et contextualisée. C'est la même francophonie, mais des défis différents. Et c'est précisément pour ça qu'il faut agir ensemble avec des solutions construites à 3 voies, en croissant les compétences, les ressources et les expériences. Des initiatives importantes ont déjà vu le jour. Au Nouveau-Brunswick, on a investi dans la pédagogie différenciée, la technologie éducative et la formation continue en milieu minoritaire. La France, via l'AUF et ses coopérations bilatérales, soutient la recherche, l'innovation et les mobilités étudiantes. Le Tchad, avec le soutien du Confémen, a entamé des réformes éducatives ambitieuses, notamment l'intégration progressive des langues nationales, la formation d'enseignants en zone reculée et des efforts pour rendre l'école plus accessible aux filles. L'OIF, l'APF et l'AUF soutiennent des projets, mais leurs actions restent souvent parallèles et non coordonnées. C'est pourquoi nous vous proposons la mise en place d'un pacte éducatif trilatéral francophone porté conjointement par le Nouveau-Brunswick, la France et le Tchad. L'égalité diplomatique, la co-construction et une solidarité durable. Voici comment nous croyons que ce pacte pourrait se concrétiser. Une plateforme numérique francophone, développée à 3 pôles, en 3 pays, avec du contenu adapté, multilingue, accessible hors ligne. 2. Un programme de mobilité jeunesse trilatéral pour que des jeunes du Tchad, du Nouveau-Brunswick et de la France étudient et vivent ensemble une expérience francophone partagée. Et 3. Un fonds jeunesse pour l'innovation éducative, géré à égalité par des jeunes leaders des 3 régions pour soutenir des projets éducatifs communautaires portés par la jeunesse elle-même. Mesdames et messieurs, ce que je propose ici, ce n'est pas un programme, c'est un projet de civilisation. Ce n'est pas une aide au développement, c'est une coopération entre égaux. Ce n'est pas un rêve utopique, c'est une nécessité stratégique et éthique. L'avenir de la francophonie dépendra de sa capacité à éduquer ensemble. Ma diplomatie, c'est celle de la dignité partagée, de la co-création et de l'éducation comme bien commun. Merci beaucoup. Merci. Qui veut parler? Ok, d'accord. Projet, en fait. J'apprécie grandement en fait les interventions sur un peu une hauteur de vue. Des fois, on a tendance à tomber dans de la technicité ou en fait ou de de la scolarité. Et j'ai trouvé que vous aviez eu l'occasion en fait de rappeler les grands idéaux qui nous habitent en fait et de proposer quelque chose qui donne envie en fait d'adhérer. Et voilà. Ok, quelqu'un d'autre? Oui? Bon, moi, je vous félicite parce que vous avez incarné vraiment votre message, parce qu'en faisant référence aux enseignements, euh, quand on présente une situation de crise, dans les discours, on incarne cette situation. On ne peut pas présenter, par exemple, une situation de mort des gens comme une pièce de théâtre, par exemple. Donc, moi, j'encourage la manière dont vous avez incarné votre présentation. Merci. Quelqu'un d'autre? Non? Ok, ben merci encore au groupe. Le prochain groupe, c'est le Nouvel Empire égyptien. C'est quoi?
Ah, ok. C'est bon, tout marche. Tout marche. Vous vous êtes assuré que tout marche? Bon, je vais essayer. Le pointeur ne marche pas? Ça ne marche pas. Tout marche. Ok. Ça ne marche plus. Ils ont laissé. Ok. Vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Ulrich Ekoto du Cameroun et je prends la parole devant vous au nom de mes collègues, Madame Awa Diallo de la République de Guinée et Monsieur Abakar de la République du Tchad. Nous venons vous parler ce matin de la sécurité et de la sûreté dans le golfe de Guinée. La problématique centrale ici est celle des enjeux dans cet espace géographique qu'est le golfe de Guinée. Et pour vous en parler, nous avons abordé la question sur quatre différents points. D'abord, il est important de noter que le golfe de Guinée, c'est un espace géographique qui s'étend, n'est-ce pas, du Sénégal jusqu'aux côtes de l'Angola. Le golfe de Guinée, en réalité, c'est également 5700 kilomètres de côte. Le golfe de Guinée, c'est aussi un trafic maritime intense, quelques 1500 navires par jour dans cet espace géographique. Mais le golfe de Guinée aujourd'hui est un espace stratégique qui fait face à diverses menaces, notamment la piraterie maritime. Vous avez les trafics illicites, la pêche illégale et d'autres formes de criminalité transnationale. Des actions ont été menées jusqu'ici à différents niveaux, notamment au niveau national, au niveau régional et même au niveau international. S'il ne faut s'arrêter que sur le niveau régional, nous allons prendre l'exemple du sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu à Yaoundé en 2013 et qui a évoqué la question de la sécurité et de la sûreté maritime dans le golfe de Guinée et qui, par ailleurs, a fixé le cap en mettant sur pied ce qu'on appelle le code de conduite. Mais ces actions, pardon, ne sont pas sans difficulté. Vous avez, par exemple, le déficit de moyens techniques, vous avez une faible collaboration et une faible coopération internationale, vous avez la faiblesse des systèmes judiciaires. Et donc, face à ces difficultés, nous, en tant que groupe, nous avons proposé quelques solutions. La première étant de revenir au code de conduite de Yaoundé en mettant sur pied un meilleur cadre stratégique, en mettant sur pied un meilleur système juridique et en développant un meilleur cadre de coopération internationale. Mesdames et messieurs, comme disait le président Paul Biya, à menace globale, riposte globale. Sauver le golfe de Guinée, c'est effectivement sauver les économies et c'est une problématique qui nous engage tous. Je vous remercie. Ben, moi, je vous félicite, en fait. C'était un très, très beau discours. C'était posé, fort, c'était construit, sans notes, avec beaucoup d'éloquence et beaucoup de prestance également. C'est un sujet, en fait, qui était à la fois passionnant, mais aussi technique, politique. Et je trouve que vous l'avez livré avec beaucoup de savoir-faire. Ah, c'est le plus éloquent. Ah, le plus élégant et le plus éloquent. D'accord. Mais le plus éloquent a trouvé qu'il a été très éloquent. OK. Il a transféré. Et est-ce que vous le trouvez élégant? Lui, il est toujours, pardon? L'élégance. OK, ben, on les remercie encore alors. L'avant-dernier groupe, c'est l'Empire du Ghana.
Ah, ok. C'est le groupe des élégants alors. Hein? Rassurez-vous que tout marche. C'est bon, tout marche? Quelques instants encore. C'est bon? Yep, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec grand plaisir que nous allons vous parler en fait de l'accord de paix qui a été signé vendredi dernier à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Avant de parler de l'accord, en fait, on va aller un peu vers l'arrière, vers le passé. On va traiter dans les grandes lignes en fait du conflit depuis les 30 dernières années. Nous allons ensuite aborder l'accord à proprement parler et vous proposer une analyse en fait de la suite des choses. Donc, pour commencer, pour bien comprendre en fait les 30 dernières années en République démocratique du Congo, il y a trois grands facteurs qu'il faut prendre en considération. Le premier, en fait, c'est l'étendue de la géographie du Congo, qui est un pays immense, et aussi, en fait, la richesse de ses terres, notamment, en fait, en minerais dans le nord-est du pays. Minerais extrêmement importants depuis les années 90 avec le développement des nouvelles technologies. Le deuxième facteur, en fait, ce sont les 32 ans en fait, du gouvernement de Mobutu qui ont laissé en fait un Congo en fait, avec des problèmes de gouvernance et en fait un problème au niveau de l'armée qui n'est pas en capacité d'assurer la sécurité territoriale de son pays. Le troisième facteur le plus important, en fait, naît avec le génocide de 1994 au Rwanda. En effet, lorsque Paul Kagame prend le pouvoir, en fait, les forces Hutus vont traverser la frontière et vont se réfugier, ils vont se réunir pour former en fait la force de libération du Rwanda. À partir de ce moment-là, en fait, le Rwanda va toujours entrer dans les terres pour assurer sa sécurité régionale, créant ainsi en fait des problèmes d'instabilité, de crise et de rebelles. Tout ça va mener en fait au renversement de Mobutu en 97 avec la première guerre du Congo, suivi de la seconde lorsque le nouveau président Kabila va exclure en fait de son gouvernement les différentes factions rwandaises, créant ainsi la deuxième guerre du Congo de 98 à 2003, qui est très important de rappeler par ailleurs que c'est le conflit le plus sanglant en fait que le monde a connu depuis la deuxième guerre mondiale. C'est aussi en fait une mini-guerre mondiale avec 8 pays présents sur le territoire africain. Voilà. Depuis, en fait, l'ONU a fait a déployé deux forces, en fait, la MONUC qui va se transformer en MONUSCO. Une minute, ouais. MONUSCO, en fait, en 2010, il y a eu différents accords de paix, notamment en fait l'accord de Nairobi et l'accord de Luanda. Euh, Lorsqu'il y a eu l'arrivée du président Trump dans le cadre de la guerre en Ukraine, le gouvernement congolais va se tourner vers Washington et lui proposer en fait d'intervenir sur une médiation. Ça a été signé en fait vendredi dernier à Washington et l'accord de paix en fait a sept grandes parties. Deux parties très très importantes. La première en fait c'est le premier l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités qui vont assurer en fait un mécanisme de sécurité sur le territoire avec le désengagement des forces rebelles en fait rwandaises, ainsi en fait qu'un désengagement des forces armées rebelles de la part de la RDC. Le deuxième en fait, c'est l'intégration de coopération régionale sur le territoire. Je vais passer rapidement en fait sur le reste. Désolé, il manque de temps. Ce qui est très intéressant en fait, c'est que on voit rien. Bon. Alors, l'accord de coopération d'intégration régionale va permettre en fait de stabiliser la région d'un point de vue économique. Ils vont être capables en fait de créer, et ça restera encore à négocier malheureusement, ils vont créer en fait une chaîne d'approvisionnement qui va être transparente et dans laquelle en fait les Américains vont pouvoir en fait s'approvisionner. Pour l'instant en fait les M23 tiraient en fait extrayaient en fait du sol le cobalt et le lithium qui est ensuite vendu par le Rwanda. Maintenant en fait ça va être les Congolais qui vont pouvoir en fait l'extraire pour ensuite être affiné au Rwanda pour ensuite être acheté aux Américains. Actuellement, il faut savoir que 70% du minerai est acheté par des Chinois. La deuxième en fait, ce qui est intéressant de savoir, puis peut-être on pourra parler dans le cadre des questions, c'est quel est véritablement l'engagement politique et militaire en fait des États-Unis dans le cadre de l'accord. J'explose le temps, c'est ce que je comprends. C'est pas grave, je continue. Allez. Le sujet est très intéressant, je continue. Alors, allez. Posez des questions sur le reste. Ben non, très bien, je continue. Parfait. Alors, très rapidement, en fait.
Alors, il y a un accord de paix actuellement qui a été signé, comme je l'ai dit. Simplement, il reste encore en fait une médiation à Doha entre la RDC et les forces de M23. Et puis par ailleurs, en fait, l'accord économique reste encore à être négocié. La question qui est derrière, en fait, c'est la question de la valeur de l'engagement américain dans le cadre du multilatéralisme. Et ça, c'est une question qui est extrêmement profonde à laquelle on ne sait pas encore répondre à 100%. Simplement, il existe un cas d'école, en fait, d'une attaque d'une entreprise américaine et plus particulièrement d'un ingénieur américain qui a perdu la vie en 2020 en Irak qui a ensuite enclenché en fait un bombardement en Irak. Donc, il y a quand même une certaine valeur politique à l'engagement américain sur la question. La deuxième, en fait, c'est que l'accord ne permet pas de régler les problèmes endémiques, en fait, que sont la bonne gouvernance en République démocratique du Congo et que sont aussi, en fait, la constitution d'une armée solide qui va être capable d'assurer l'intégration, qui va être capable de respecter, en fait, l'intégrité territoriale. Le troisième, et c'était notre proposition, en fait, c'est que tout conflit, en fait, avec des millions et des millions de morts sur plus de 30 ans, nécessite obligatoirement en fait de passer par ce qu'on appelle un processus de justice transitionnelle. Et sans ce processus de justice transitionnelle qui rendra hommage et justice en fait à toutes ces victimes, notamment des jeunes femmes et des jeunes filles qui ont été violées, la paix ne sera pas possible. Merci. C'était intéressant, mais vous avez presque annulé vos chances d'aller en finale, hein? Ok, d'accord, oui. Oui, tout à fait. Ce qui se passe en RDC, entre RDC et Rwanda, et surtout dans l'est du RDC, c'est quelque chose qui touche même la Roumanie et l'autre côté du monde et qui frappe toute la diplomatie. Euh, hum, je vous remercie pour avoir porté ces sujets ici devant nous. Et Monsieur Le Laurent était à l'auteur comme toujours avec toute son équipe. Mais j'ai une question plutôt technique, comme nous sommes des diplomates. Ici, à la lumière de l'accord de paix récemment signé à Washington entre RDC et le Rwanda et en prenant en compte les conclusions de la session spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'hiver dernier, qui était consacrée à la situation dans l'est de l'RDC, comment la communauté internationale peut-elle assurer une mise en œuvre crédible et conforme au droit international de cet accord, en particulier face à l'absence d'acteurs armés non étatiques comme le M23 à la table des négociations et aux allégations persistantes de soutien transfrontalier, notamment rwandais, à des groupes impliqués dans des graves violations des droits de l'homme? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame, pour la question qui semble être très intéressante. Je peux donner quelques éléments de réponse pour rencontrer votre préoccupation. Alors, à ce niveau, il faut savoir faire le distinguo entre ce qui se passe à Doha, d'une part, et ce qui se passe et ce qui s'est passé aux États-Unis vendredi dernier. Ce sont deux processus qui sont distincts, mais qui, au bout de compte, concourent vers la stabilité de la région et la quête de la paix. À Doha, essentiellement, le gouvernement congolais négocie avec le rebelle du M23 qui sème de la terreur et de la désolation à l'est du pays. Tandis que aux États-Unis, c'est un peu plus large où l'on tient maintenant compte de la dimension multilatéralisme où les États-Unis essayent, n'est-ce pas, de faire cette médiation entre la RDC d'une part et le pays avec qui elle est en conflit, le Rwanda, d'autre part. Et donc, simplement pour vous donner quelques éléments, ce sont deux processus à prendre de façon distincte, mais qui concourent pour le même objectif final. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, Monsieur Kevin. Je vous remercie pour cette présentation. Je voulais juste revenir sur l'intervention en elle-même. Alors oui, elle a un peu duré, mais elle était tellement intéressante et on a bien compris tous les enjeux. Et sur l'aspect plus, disons, physique, présentation, je trouve que justement, tu as bien pris, Alexandre, tout l'espace, tu as bien occupé tout l'espace et tu as aussi, le ton de ta voix était parfait pour pour l'intervention, donc ça compensait bien sûr le, le temps. Mais merci encore pour toutes ces présentations. Merci beaucoup, Kevin. Merci. Moi, je voulais surtout féliciter le groupe par rapport au choix du thème, d'être vraiment dans l'actualité. Merci beaucoup, chapeau. Merci. En fait, je vous félicite, c'est vraiment intéressant le sujet, mais juste
une petite préoccupation technique par rapport à la présentation. L'écriture en blanc et toi-même, tu n'as rien vu et je ne sais pas si c'est un souci technique. Non. D'accord. Bon. Bon, et malheureusement, et donc ça a fait ça. Donc, du coup, on n'a pas pu voir ce qui a été écrit vraiment, mais heureusement, tu nous as bien fait la présentation. Merci beaucoup, félicitations. Merci. Oui. Les gens qui ont pris la parole, c'est ceux qui ont le plus de questions. Ça peut quoi? Il y a de l'intérêt, les sujets intéressants. C'est pas dans la grille, ça. C'est bon? OK. Non seulement vous avez explosé le temps, mais vous voulez corrompre les membres du jury. Il sait négocier. Donc ça, c'est le royaume Mossi, c'est ça, hein? Le petit royaume Mossi. Le royaume Mossi est petit. Ah, OK. Comme les Ivoiriens le disent, c'est comment tu te vends qu'on t'achète. Si vous vous vendez peu cher. Petit, mais très, très cher. Ah, OK. C'est bon, allez, C'est bon, tout marche? tout marche. Voilà, non, c'est bon, laisse là. Alors, chers membres du jury, mesdames, messieurs, diplomates parlementaires, le royaume Moussi qui est représenté par moi-même, monsieur Boundiele Thierry et monsieur Ba Alpha de la Guinée, monsieur Sidibé Sori de Guinée. Nous représentons donc le royaume Moussi et nous sommes là pour vous présenter un exposé sur le thème que vous voyez, sur le thème le paradoxe du Sahel, richesse abondante, population en pauvreté. Comme vous pouvez le voir sur l'image qui est assez parlante, il y a beaucoup de richesses au niveau du Sahel et on voit bien là une femme avec son mari et ses enfants qui vivent dans la précarité absolue. Le Sahel, comme vous le voyez, est une région sous son plan géostratégique, est une région qui s'étend du Sénégal à Djibouti et elle a plusieurs ressources, des ressources naturelles, notamment en or, en uranium, en pétrole et en terres agricoles. Elle a également un fort potentiel énergétique solaire et elle a également des avantages géopolitiques, notamment au niveau de sa position stratégique, au cœur même de l'Afrique, carrefour des routes commerciales transsahéliennes. Alors, le paradoxe, la problématique qui est lancée, c'est justement de savoir donc comment cette richesse naturelle n'améliore pas les conditions de vie des populations du Sahel. Alors, les conséquences sont de trois ordres. Trois structures composent donc ce paradoxe. On a donc les facteurs naturels, comme vous pouvez le voir, faible infrastructure, une dépendance économique et l'exploitation, dépendance économique et l'exportation brute des ressources. On a également des facteurs politiques, notamment une faible gouvernance. On a la corruption, les détournements de fonds, une instabilité politique. On a également des facteurs externes, ingérence étrangère et exploitation des multinationales. Maintenant, les conséquences ici, mesdames, messieurs, sont très, très graves. Comme conséquence, nous avons un taux de mortalité infantile qui va au-delà de 70%. Nous avons moins d'un médecin pour un médecin pour 10 000 habitants. Nous avons également près de 50% des enfants qui n'arrivent pas à terminer le primaire et nous avons une migration de masse, des déplacements internes et externes qui vident les campagnes et alimentent les drames en Méditerranée. Il est donc, Madame, Messieurs, impératif d'agir. Premièrement, il faudrait renforcer la gouvernance. Deuxièmement, il faudrait valoriser les ressources locales. Troisièmement, et le plus important, à notre avis, c'est d'investir sur le capital humain, éducation, santé, autonomisation des femmes. Et ensuite, il faudrait renforcer la coopération régionale. Mesdames et messieurs, le Sahel
n'est pas un territoire d'extraction pour les autres. C'est un territoire de vie, c'est un territoire de culture, c'est un territoire de jeunesse. Et nous invitons tout le monde à s'engager avec nous afin que les ressources naturelles, ces ressources du Sahel, puissent profiter enfin à ces peuples. Je vous remercie. Merci. Question, remarque, suggestion? Yeah? Ben, tout d'abord, bravo pour la très belle présentation, très complète, avec de beaux défis devant nous. Je vais faire un commentaire purement personnel, hein. Moi, je pense que Thierry, tu es quelqu'un d'extrêmement charismatique, avec une capacité quand même à engager la foule, et je pense que tu dois parler davantage dans ta carrière professionnelle et que tu dois vraiment en fait te laisser aller parce que tu es un bon orateur, hein. Voilà. Ah, ouais, le génie. Ben non, mais attends, il est trop bon là. Non, mais attends, j'ai raison, quoi, là. T'as raison. Hein? D'autres remarques? C'est bon? Ok. C'est le dernier groupe que j'avais, hein. Moi, j'ai une question de logistique. Est-ce que, parce que là, on n'est pas tout le groupe, il y a d'autres groupes qui sont dans d'autres classes puis qu'il y a d'autres juges, c'est ça? Oui, oui. Ah, puis comment vous allez savoir que vous avez jugé de la même manière? Parce que l'appréciation est subjective, même s'il y a une grille. Mais c'est toujours le cas. Ah, ok, non, non. C'est toujours le cas. Donc, c'est pas... Mais ça, c'est quoi? La dose... ou- Si on veut. Oui, on vous libère, merci. C'est c'est toujours le cas partout. Quand on fait des examens, c'est jamais une seule personne qui corrige. Et même quand c'est une personne qui corrige, le dernier recrutement qu'on a fait, la dernière étape, c'est l'IA qui a fait ça. Et même là, il y a une certaine subjectivité. Pourquoi? Parce qu'en repassant ce que l'IA a fait, par exemple, j'ai remarqué, vous savez, quand vous parlez, il y en a qu'on a du mal à entendre à cause de leur accent. Et donc, l'IA va mal entendre certaines choses. Les gens vont donner la bonne réponse, mais à cause de leur accent, un Canadien qui a un très fort accent ou un Sénégalais qui a un très fort accent, l'IA ne va pas comprendre. Donc, il y a toujours cette dose de subjectivité, mais on a au moins une grille qui nous permet de, voilà, de nous assurer que ce n'est pas trop grand. C'est cette marge d'erreur. D'ailleurs, dans tout, il y a une marge d'erreur et c'est ça la marge d'erreur. Alors, encore une fois, félicitations à vous tous pour vos brillantes prestations. On ne va pas annoncer les résultats. D'ailleurs, on doit vérifier une ou deux choses et tout avant de finaliser. Mais moi, de façon générale, je veux faire quelques remarques et mon collègue va compléter. Par rapport à la présentation, c'est bien, vous-même, vous avez jugé un peu ce que les uns et les autres ont fait. Et donc, je suppose que vous-même, vous savez qu'il y a des choses que vous devez encore travailler pour certains et parce que voilà, vous avez suivi le cours de Samuel Faye et voilà. Donc, vous savez qu'il y a des choses à faire aussi bien dans la manière de parler que peut-être de se déplacer. C'est bien d'occuper. Si vous êtes juste en train de faire une conférence libre, vous pouvez vous déplacer et tout, hein. Mais si vous avez un écran aussi, veillez à ne pas cacher l'écran à ceux qui vous regardent. D'accord? Ça, c'est clair aussi. Et puis, j'ai quand même été surprise un peu de voir des diplomates dont le métier, c'est de parler, parce que j'estime que vous, votre métier, c'est parler. Vous cachez un peu derrière un pupitre, parce que le pupitre,
Je suis Toastmaster et chez les Toastmasters, on parle de béquille. Le pupitre ici, ça représente une béquille. Donc, je suis surprise que vous ayez besoin d'une béquille pour parler. Même si vous avez des feuilles et tout, certains, mais pas beaucoup, c'est bien d'être dégagé et qu'on vous voit de façon dégagée. Oui? C'est pardon? Toastmaster, est-ce que je vais dire, c'est un mouvement ou un groupe de communication et de leadership. Il y en a dans presque tous les pays au monde. Et voilà, c'est pour apprendre là de parler et d'être leader. Donc, pardon? Donc voilà, c'est la communication et tout. Donc ça, c'est ce que j'allais ajouter. Et n'oubliez pas que la présentation et la posture, l'habillement aussi fait partie de ça. Si vous ne vous habillez pas pour la circonstance, et là encore, le diplomate, on doit le sanctionner triplement s'il n'est pas habillé comme il faut pour la circonstance. D'accord? Et ça, vous savez que ça n'a pas été respecté à 100%. OK? Et ça, c'est très, très important aussi. Et maintenant, les diapos, j'ai vu de très belles diapos et tout. J'en ai vu d'autres qui étaient un peu chargées. Je vous ai fait un module ici, d'accord? Mais quand je fais une présentation à une conférence et tout, il y a toujours très peu, c'est rare que j'ai beaucoup de tests sur un diapo. C'est vraiment sur une diapo. Ça va être très peu de tests. Faites attention au choix des couleurs. Même si c'est clair sur votre ordinateur, on teste parce que c'est pas sur votre ordinateur qu'on va lire. Vous savez que c'est pas sur votre ordinateur qu'on va lire. Et en général, il faut éviter le clair sur le clair. Il faut éviter les couleurs flashy aussi et tout pour ceux qui, comme moi, ont des problèmes à lire. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Mais en moyenne, quand même, vous aviez de très belles diapos et tout. Des fois, juste un peu chargé, mais très belle. C'était bien. Le respect du temps, comme vous le savez, vous avez le temps, faut pas l'exploser. Si on vous donne, et vous-même, vous savez, quand on rencontre les gens, ils n'ont pas forcément, d'ailleurs, on dit que c'est les premières minutes qui comptent et peut-être les premières secondes, je sais pas trop quoi. C'est pas tout le temps qu'on a beaucoup de temps. Donc, quand vous avez un temps, il faut essayer de le respecter, quelle que soit la, l'intérêt de ce que vous êtes en train de dire. Si c'est vraiment bien, après, quand vous avez fini, on peut vous dire, bon, maintenant, on vous donne encore plus pour détailler. Mais il faut essayer de respecter le temps. Respecter le temps, comme on le dit, l'heure avant l'heure, ce n'est pas l'heure. L'heure après l'heure aussi, ce n'est pas l'heure. Donc, quand vous faites beaucoup moins du temps, ça veut dire que vous auriez pu mieux expliquer certaines choses. Ça aussi, c'est important. Il faut essayer de respecter. J'ai vu des groupes où les gens s'agitaient pour montrer à celui qui parlait qu'il fallait rester dans le temps. Et je crois qu'ils ont respecté vraiment le temps. Donc ça aussi, c'est très important et tout. Et en fait, dans le contenu, moi, des fois, ce qui m'a manqué, c'est l'original, c'est la solution détaillée et l'originalité de la solution. Parce que c'est l'une des choses qu'on devrait, voilà, juger et tout. Mais sinon, vous avez abordé des sujets qui étaient intéressants. Vous nous avez appris des choses. On peut même décider d'en discuter peut-être encore un peu plus si vous le voulez. Mais c'était quand même des sujets intéressants. Et tout le monde n'ira pas à la finale, n'est-ce pas? On va choisir forcément. Mais ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait n'était pas bien. C'était vraiment intéressant. Je suis sûre que vos collègues, même s'ils étaient concentrés sur ce qu'ils avaient à présenter juste après, ils ont quand même capté des choses et ils ont trouvé, voilà, les différentes thématiques importantes et tout. Voilà. Amako, oui? Rien de... Bon, enfin, vous avez évoqué tous les aspects de gestion de temps. Je pense qu'il y a aussi des aspects sur l'équilibre de votre présentation. Les diagnostics ne doivent pas dépasser un certain, ou quand vous posez le contexte, le cadre de, ça ne doit pas dépasser par exemple 1 minute 50. Donc vous devez avoir plus de temps pour exposer les solutions que vous avez.
Et j'ai vu pour certains groupes, vous avez pris tout le temps pour poser le contexte et tout ça, alors qu'on ne vous attend pas vraiment sur ces aspects. Donc, il y a eu une mauvaise gestion de temps, une mauvaise, en tout cas, un équilibre assez fragile du temps, hein, de la présentation d'une façon globale. Alors, l'innovation, pour beaucoup de groupes, on ne l'a pas senti. Vous êtes resté très superficiel sur ce que vous proposez. Parce que aujourd'hui, ce n'est pour rien qu'on a parlé de créativité. Comment est-ce que vous imaginez des solutions nouvelles et quand je prends par exemple l'accord signé entre la RDC et le Rwanda, alors je suis resté un peu sur ma faim. Vous avez posé des questions dans votre note de synthèse, mais au-delà des questions, on veut voir comment vous contribuez réellement à la matérialisation des solutions. Dans la note de synthèse, en tout cas, de ce que j'ai lu, j'ai pas eu ça. Et je disais, par exemple, le côté innovation, la faisabilité des solutions un peu trop généralistes. Vous n'avez pas pris le temps d'aller en détail. J'ai par contre apprécié pour certains groupes hein, l'appel à l'action, c'est-à-dire vous mobilisez des gens autour de cette idée. Donc, c'est comme si vous étiez dans une tribune aux Nations Unies et vous voulez convaincre les gens, hein, présenter cette idée et les faire adhérer. Alors, c'était vraiment apprécié hein, dans certains groupes. Voilà, le groupe 5, j'ai un appel à l'action apprécié, mais tête de Mandela tronquée. Je ne sais pas quel groupe c'est, mais voilà. Sur la présentation, il y a des éléments à améliorer. Il y a une présentation avec une citation de Mandela. La tête était coupée. Donc faites attention à ces éléments, des visuels que vous utilisez. Cette citation, je l'ai utilisée dans mon mémoire hein, de management de projet aussi. Donc globalement, je pense que c'est ce que je peux ajouter. Hein. À part ça, ben, voilà, pour certains, trop généraliste, pas de priorisation, pas d'illustration. Je parle par exemple du groupe l'avant-dernier groupe. Donc, quand vous présentez les choses, essayez d'aller vraiment en profondeur, qu'on sache que vous avez fait une réflexion poussée. C'est plus des listings d'idées, alors que vous pourriez, par exemple, associer des idées pour avoir des projets bien solides. Donc voilà ce que je peux ajouter à tout ce que la directrice a dit et auquel j'adhère. Voilà. Et après, il y a des commentaires spécifiques au groupe que les autres n'ont pas besoin forcément de savoir. Et si le groupe souhaite voir les autres aspects liés à leur truc, on peut échanger. Donc, c'est ça. Mm. J'ai compris. Oui, oui, oui. Il y a une évaluation sur les modules, je crois, pratique protocolaire et puis le module avec Bakayoko, voilà. Voilà. Pardon? Oui, technique et art de négociation, oui. Art et technique de négociation, pour être plus juste. Mais j'espère que vous n'allez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu que vous n'avez pas lu, hein.
Fire, fire. Love, make a love. There's no other one above. Damn, fresh. 31 $1 million. Say make a wire, wire. Tell me to wanna cover, oh my God. We stay on our friends, living la vida loca. Before me, me, my love, oh, ah. Yeah, you for there for me, you for there. When you buy the hunger, I go die for you. Oh, eh. But you say if you don't get money, I hide your face, I hide my face, make another man begin on my race. I love you, no me say, you say make I put one up for fire, 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 fire. Go put one for fire. You know me say, if you say make I put one leg for fire, 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 fire. Go put one leg for fire. Give me love, make a love. There's no other one above. Make a love, make a love. There's no other one above. Chukura kilo kosio, chuku sheka, I am to make out. Yeah, I don't like save your drama. I don't need it, but it's up for proud. Hola, hola, Mr. Loka. I'm not here to cause wahala. Hello, diva, save your drama. You don't need me in your support. Yeah, you for there for me. You for there. When the boy they hunger, I go die for you. Oh, eh. But you say if you don't get money, I hide your face. I hide my face. Make another man begin on my race. I love you, no me say. If you say make I put one up for fire, 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 burn. Go put one for fire. You know me say. If you say make I put one leg for fire, 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 burn. I go put like for fire. Give me love, make a love. Make no other one above. Dance, make a dance. Give me love, make a love. No other one above. Damn, fresh. Yeah, you for there for me. You for there. When you buy the I go die for you. Oh. But you say if you don't get money, I hide your face. I hide my face. Make another man begin on my way. I love you, no me say. You say make I put one up for fire. Fire, fire, burn. Go put one for fire. You know me say. If you say make I put one like for fire. Why love, why love, why love, why love, whatever. T'as trouvé mon cœur sans aucun détour. Donc si tu m'aimes, fais-le pour toujours. Elles m'ont tout pris sans aucun retour. Donc si tu m'aimes, fais-le pour toujours. Why love, why love, why love, dis-moi qu'est-ce qui m'arrive? Un homme comme moi ne peut pas pleurer. Je n'ai jamais été naïf. J'ai toujours vérifié avant de le donner. Alors dis-moi qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai encore si mal? Tu as promis de me guérir. Donc le dernier essai, j'attends ton signal. Adieu, 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 adieu. Où tout est déjà été pour moi. Je sais venir, oh, adieu, 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 oh, adieu, adieu. C'est toi qui m'as trouvé, prends soin de moi. T'as trouvé mon cœur sans aucun détour. Si tu m'aimes, fais-le pour toujours. Elles m'ont tout pris sans aucun retour. Donc si tu m'aimes, fais-le pour toujours.
Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami, alikholana. Uso wami awukholana, ilondoloze, uhambe nami. Dawo yami alikholana, uso wami awukholana, ilondoloze, uhambe nami. Ilondoloze, 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 zungangishilana. Ilondoloze, 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 zungangishilana. Dawo yami alikholana, buso wami awukholana, ilondoloze, uhambe nami. Dawo yami alikholana, buso wami awukholana, ilondoloze, uhambe nami. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami alikholana, uso wami awukholana, ilondoloze, uhambe nami. Ilondoloze, ilondoloze, zungangishilana.
Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, dawo yami, alikholana, ubuso wami, awukholana, ilondoloze, uhambe nami, dawo yami, alikholana, ubuso wami, awukholana, ilondoloze, uhambe nami, ilondoloze, 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 zungangishilana, ilondoloze, 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 zungangishilana, dawo yami, alikholana, buso wami, awukholana, ilondoloze, uhambe nami, dawo yami, alikholana, buso wami, awukholana, ilondoloze, uhambe nami.